parmi toutes ces pièces, eh bien, en quelques minutes, on a retrouvé les bocaux. Et donc, il y avait des morceaux de corps de victimes de Donc là, juifs qui avaient été assassinés. La preuve qu'il y avait toujours des bocaux au sein de l'université et de la faculté de médecine. Ouais. C'était également la preuve que la faculté de médecine n'avait jamais rien vérifié, puisque ces bocaux se trouvaient là, accessibles en quelques minutes. Après 5 ans de travail, 150 000 pages d'archives passées au crible, l'Université de Strasbourg a fait la lumière sur la participation de sa faculté de médecine aux crimes médicaux de guerre commis pendant l'occupation des nazis en Alsace. Et pour en parler, et surtout pour parler de son implication dans cette affaire, nous sommes très heureux ce matin de recevoir le docteur Toledano. Docteur Toledano, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler un peu de cette histoire dont vous avez été très impliqué, docteur Raphaël Toledano. Une affaire donc qui remonte à l'époque nazie, une affaire donc d'expériences qui ont été faites sur des personnes humaines dans la faculté de médecine. Alors d'abord, on va parler un peu de vous. Vous avez fait vos études, vous, de médecine à la faculté de médecine de Strasbourg, hein, c'est ça? Tout à fait. Je suis issu d'une famille juive séfarade et mon père avait entendu parler de ces expériences. Il m'en avait parlé pendant que je faisais mon baccalauréat. Et l'année suivante, donc, je me suis inscrit en faculté de médecine où on nous officiait un cours d'1 heure sur ce thème, sur les expériences médicales qui avaient lieu en Alsace pendant la guerre. Il faut savoir que l'université de Strasbourg, l'université française, s'était repliée à Clermont-Ferrand. Et donc, quand les nazis sont arrivés, ils ont décidé d'installer une nouvelle université nazie, avec que des professeurs nazis impliqués soit dans le parti nazi, soit dans la SS. Ouais, c'est-à-dire qu'ils avaient pris le contrôle total de cette faculté, hein, et de cette université. C'est ça. Les Français étaient partis à Clermont-Ferrand. La faculté a continué à tourner là-bas. Et les nazis ont créé de toutes pièces une nouvelle université dans les mêmes murs, mais avec des nouveaux professeurs dans chaque matière. Il y a eu bien sûr des Alsaciens qui ont été recrutés, mais les professeurs étaient tous des Allemands nazis et assez brillants généralement, puisque les nazis voulaient faire de cette université de Strasbourg une sorte de vitrine vers le monde occidental. Donc ils voulaient mettre des gens de haute valeur. Par exemple, en bactériologie, ils avaient pris quelqu'un qui avait travaillé avec les prix Nobel de virologie à New York. Dans chaque matière, il y avait des sommités qui avaient été recrutés. Et parmi tous ces médecins, plusieurs d'entre eux ont profité de la guerre et de la présence d'un camp de concentration juste à côté de Strasbourg, à 60 km, pour faire des expériences. Donc, il y a eu des essais de vaccins sur des tziganes, il y a eu des recherches sur des gaz de combat dans la chambre à gaz du Struthof. C'est le camp de concentration de Struthof, hein, qui se trouvait en Alsace. Et donc, il y avait en fait une collaboration, on va dire entre guillemets, une collaboration entre l'université de Strasbourg, la faculté de médecine et ce camp de concentration. Tout à fait. Ils se servaient des déportés comme de matériel humain, de cobayes, entre guillemets, pour pratiquer des expérimentations qu'ils n'auraient pas pu faire sur des sujets qu'ils considéraient comme soignables. Pour eux, dans la théorie nazie, il n'y a pas d'être humain, il y a un corps nazi, il y a le peuple qui forme un corps. Et dans ce corps, le parasite, c'était les juifs, les tziganes, c'était eux qui étaient désignés comme les parasites. Et donc, il fallait expurger la société de ces personnes qui n'étaient pas considérées comme des êtres humains. D'ailleurs, c'était des sous-hommes. Des sous-hommes, donc il y avait la possibilité, selon leur théorie, de faire des expériences sur ces personnes, sur ces êtres humains. Alors, vous, parallèlement à vous commencez vos études de médecine, et parallèlement à ça, votre père en parle, puis c'est une rumeur qui court un peu dans cette université de Strasbourg, plus particulièrement dans la faculté de médecine, qu'il y a eu donc ces expériences et qu'il reste encore des restes de corps humains dans les caves de l'université de Strasbourg. C'est ça, donc les expériences, c'est pas une rumeur. Les expériences, tout le monde était d'accord sur ça.
Voilà, les expériences sont avérées. Par contre, la principale expérience, entre guillemets, mais c'est pas vraiment une expérience, c'est un crime véritablement, c'était un projet d'un médecin anatomiste nazi qui a voulu faire une collection de squelettes juifs. Il pensait que après-guerre, il n'y aurait plus de juifs, et donc il s'est dit, on va garder une trace de squelettes juifs comme une sorte de trace d'une espèce animale disparue que les gens viendraient visiter le dimanche avec leurs enfants, et on leur montrerait des photos de ces gens, on leur montrerait des squelettes des juifs, des radios des juifs, des prises de sang, et ce serait comme une sorte de musée de ce qu'ils considéraient être comme une sous-humanité répugnante. Et donc pour ce projet, cet anatomiste nazi qui s'appelait August Hirt va faire sélectionner à Auschwitz une centaine de juifs qui vont être déportés en Alsace en août 1943, où ils vont être assassinés par gazage. Et on va retrouver dans les années 2000 l'identité des 86 juifs qui ont été assassinés grâce au travail d'un historien allemand qui s'appelait Hans-Joachim Lang. Et donc, cette expérience est extrêmement connue parce que c'est quasiment un emblème de ce qui s'est passé pendant la Shoah. C'est à la fois la volonté de tuer les juifs et c'est à la fois la volonté de garder une trace sous couvert de science. C'est quelque chose qui est symbolique à la fois des déviations scientifiques et de l'horreur de la Shoah. Et donc cette expérience était connue, donc en fait, c'était quelque chose de très connu. Cette expérience est très connue, et à la fin de la guerre, on a retrouvé une partie de ces corps dans les sous-sols de l'Institut d'anatomie. Les corps ont été enterrés en 1945, mais pendant longtemps après la guerre, on a soutenu, enfin, tous les étudiants en médecine qui sont passés à Strasbourg ont entendu des rumeurs disant qu'il y avait encore des choses qui restaient dans les cuves de l'Institut d'anatomie, dans les sous-sols, à tel point que je me rappelle, pendant mes études, l'Institut d'anatomie était devenu une forteresse. Il fallait, c'était impossible, par exemple, d'aller dans les sous-sols, c'était fermé à clé. Et les professeurs régulièrement nous expliquaient que c'était des rumeurs, qu'elles étaient infondées, que tout avait été vérifié et qu'il ne restait absolument plus rien. Ça, c'était la réaction, on va dire, officielle de l'Université de Strasbourg, puisque vous posiez des questions, il y avait des rumeurs, des questions étaient posées, mais la réponse était ce sont des sottises, ce n'est pas vrai, et il n'y a aucun reste d'être humain dans les sous-sols de l'université. Tout à fait. Mais on sentait quand même un malaise au sein de l'université parce que c'était un sujet qui était relativement tabou. Lorsqu'on demandait dans les années 90, au début des années 2000, à ce qu'il y ait une plaque qui soit posée devant l'Institut d'anatomie, la faculté de médecine, l'université, répondait constamment qu'il n'en était pas question, que c'était hors sujet, que ça ne les concernait pas. Ouais. Et donc ça a été extrêmement difficile d'obtenir cette plaque. C'est grâce au travail d'un psychiatre strasbourgeois qui s'appelle Georges Federman et du cercle Menachem Tafel qui l'a constitué que une plaque a été apposée en 2005. Et lorsque cette plaque a été apposée, il faut savoir que l'université et la faculté de médecine se sont battus pour la cacher, pour qu'elle soit mise dans la cour intérieure de l'Institut d'anatomie, là où personne ne va jamais. Donc c'était quelque chose qui mettait mal à l'aise le corps universitaire strasbourgeois depuis longtemps. Et donc ces rumeurs continuaient à se répandre. Il y avait des communiqués qui disaient que c'était pas vrai, mais on en restait là. Enfin, il y avait aucun travail qui était fait. Et plus j'avançais, chaque fois que je parlais de ce sujet, j'entendais des médecins qui me disaient ah ben si, moi j'ai vu, je me rappelle d'un pédiatre qui m'a dit que il avait vu des poumons de victimes du Struthof, tel autre psychiatre strasbourgeois qui m'a raconté avoir disséqué un membre avec un tatouage d'Auschwitz dans les années 50. Il y a un nombre de témoignages ou de rumeurs, en tout cas, énorme. Et le plus saillant de ces témoignages, je crois que c'était celui d'un gastro-entérologue parisien, Uzi Bonstein, qui travaille toujours, qui s'est rappelé dans les années 2008, si je me rappelle bien, que pendant ses études à Strasbourg, le professeur d'anatomie lui avait fait visiter les cuves de l'Institut et lui avait montré des bocaux où il lui avait écrit Juden et Zigeuner. Et ça l'a marqué, ça lui est revenu dans les années 2000, à tel point qu'il est venu à Strasbourg et que les autorités de l'université ont pris son témoignage très au sérieux et donc ils l'ont invité à l'Institut d'anatomie, ils lui ont fait visiter l'Institut pour lui montrer que c'était un faux souvenir. Alors, qu'est-ce qui a fait que l'université de Strasbourg a changé d'avis et a permis quand même la nomination d'une commission d'enquête ?
Eh bien, en 2015, il y a eu un événement qui s'est produit. Il y a eu d'abord la publication d'un livre de Michel Simès. C'est un animateur télé et un médecin français très connu, qui a écrit un livre qui s'appelle Hippocrate aux enfers, qui raconte les expériences médicales menées par les nazis. Et il reprend dans son livre le témoignage d'Uzi Bonstein, qui raconte avoir vu des bocaux de juifs et de tziganes dans les sous-sols de l'Institut. Et lorsqu'il publie son livre, étant donné qu'il a une certaine aura, il est très connu en France, c'est, je crois, l'animateur préféré des Français, son livre a fait grand bruit. Et pendant plusieurs jours, l'université a fait des communiqués pour expliquer que c'était faux, qu'il racontait n'importe quoi, qu'il n'y avait plus rien à la fac. Et donc, cette affaire a été portée à la connaissance du public. Je crois que c'est même remonté à François Hollande. Et donc, on en a beaucoup parlé dans la presse française. Et l'université a juré ses grands dieux qu'elle avait tout vérifié et qu'il n'y avait plus rien. Or, c'était totalement faux. Elle n'avait jamais rien vérifié de ses collections. On sait qu'il y a à peu près 40 000 pièces humaines dans les collections de l'université. C'est énorme. Et que, évidemment, il n'avait jamais passé au crible fin toutes ces pièces. On sait qu'il y avait des pièces en histologie, on sait qu'il y avait plein de rumeurs qui disaient qu'il y avait toujours des pièces de l'époque nazie dans plusieurs instituts. Et la faculté de médecine se contentait de dire, non, passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Or, il se trouve que quelques mois après cette polémique entre la fac et Michel Simès, j'ai retrouvé un document aux archives qui, pour la première fois, démontrait noir sur blanc qu'on avait conservé des bocaux contenant des fragments humains de victimes de la Shoah, de victimes du Struthof, au sein de la faculté de médecine. Cette lettre datait de 1952 et elle disait très clairement où étaient situés ces bocaux. Ils étaient situés dans un institut qui s'appelle l'Institut de médecine légale. C'est là où on fait les autopsies judiciaires, où on fait les enquêtes criminelles. C'est en quelque sorte le laboratoire de la police scientifique. Et c'est un endroit auquel on n'a pas accès quand on est étudiant en médecine. Donc, je ne l'avais jamais vu, ce laboratoire. Enfin, en tout cas, on n'y a pas accès facilement. Et donc, j'ai dû prendre rendez-vous avec le directeur de l'Institut et je lui ai expliqué que j'avais retrouvé un document qui disait que dans son institut, dans son musée de l'Institut de médecine légale, il y avait encore des restes de victimes d'Auguste Hirt, des juifs qui avaient été assassinés pour être transformés en collection de squelettes qui se retrouvaient dans des bocaux de son institut. Et je lui ai dit que pour moi, c'était absolument insupportable et de penser qu'ils pouvaient être encore là. Et ce directeur d'institut, qui s'appelait Jean-Sébastien Raoul, était extrêmement étonné de la lettre que j'avais retrouvée, parce qu'il m'a dit, écoutez, je n'ai jamais vu ces bocaux, mais venez, on va vérifier tout de suite. Et donc, il a demandé à sa secrétaire d'aller chercher les clés de l'institut et du musée de l'institut. Donc, c'était une petite pièce avec toutes sortes de restes, de corps, des corps tués par balle, etc. Enfin, c'est pour apprendre aux étudiants en médecine légale les différentes façons de tuer, j'imagine. Et donc, parmi toutes ces pièces, eh bien, en quelques minutes, on a retrouvé les bocaux qui étaient décrits dans la lettre que j'avais retrouvée. Et donc, il y avait des morceaux de corps de victimes de Hirt qui avaient été assassinés. Vous aviez une preuve vraiment flagrante qui prouvait donc l'existence de ces bocaux et l'existence de ces restes humains donc, dans cette université. Tout à fait. Et donc, c'était pour la première fois la preuve qu'il y avait toujours des bocaux au sein de l'université, de la faculté de médecine. C'était également la preuve que la faculté de médecine n'avait jamais rien vérifié, puisque ces bocaux se trouvaient là, accessibles en quelques minutes, dans du formol. Donc, il faut savoir que le formol, il s'évapore. Ça veut dire que tous les ans, il y avait quelqu'un qui venait remettre du formol dans ces bocaux. Donc, c'est quelque chose qui était connu. Et donc, suite à cette découverte, il y a quelques dirigeants qui ont suggéré qu'on les enterre en cachette. J'étais absolument pas d'accord et je l'ai refusé. Et avec d'autres, j'ai eu le soutien notamment de la directrice du Centre européen du résistant déporté, qui était le musée du Struthof, Madame Frédérique Naud-Dufour, qui m'a soutenu. Et puis, on a eu aussi le soutien du maire de Strasbourg face à l'université qui voulait un peu étouffer cette affaire. Et au final, on a pu enterrer dignement ces restes au cimetière juif de Cronenbourg, dans une tombe à côté de la tombe où sont enterrées les dépouilles des 86 victimes, lors d'une grande cérémonie en septembre 2015.
Alors, il y a eu cette commission d'enquête, avec, donc, comme je le disais, 5 ans de travail, 150 000 pages d'archives qui ont été passées au crible. Ça a coûté aussi pas mal d'argent, puisqu'on parle de plus de 740 000 euros pour cette commission d'enquête. La question que je voudrais vous poser, c'est par rapport justement à l'université de Strasbourg qui a eu du mal à reconnaître et à mettre en œuvre cette commission d'enquête. Et pourtant, elle n'était pas responsable de cette époque, puisque, comme vous l'avez dit au début, c'est les nazis qui ont pris le contrôle de cette université. Pourquoi ils ont eu tant de mal à mettre en place cette commission d'enquête? Ils auraient pu dire, on n'est pas responsable de cette époque, on veut bien enquêter. Pourquoi avoir mis tant de temps? C'est une vraie question que je me suis toujours posée. Pour quelle raison la faculté de médecine française, aujourd'hui, a tant de mal à parler de ce sujet, comme s'il y avait une sorte de tabou, une chape de plomb. C'est quelque chose de très étonnant. Je ne me l'explique pas. J'ai toujours été étonné par cette position de certains professeurs qui m'expliquaient que ça ne les concernait pas, que c'était les nazis et qu'eux n'avaient rien à voir avec ça. Et donc, pour moi, évidemment, il n'y avait aucune accusation à porter contre mes professeurs, puisqu'ils n'étaient en rien responsables de ce qui s'était passé. Je leur reprochais de ne pas en parler, de ne pas l'enseigner, de ne pas l'étudier. Il faut savoir qu'en 70 ans, il y a eu à peu près 2 thèses sur le sujet à Strasbourg. Il y a eu une thèse sur la faculté de médecine et une thèse sur Hagen, c'est tout. Alors que dans les universités allemandes, il y a eu des réticences peut-être jusque dans les années 60-70, mais après, il y a eu une explosion des travaux universitaires sur le sujet dans toutes les universités allemandes. Et à Strasbourg, il y a une espèce de réticence, il y a une espèce de tabou à en parler, et ce qui fait que jusqu'à il y a quelques mois, quelques années, c'était totalement impensable d'en parler à la fac de médecine de Strasbourg. Alors, les choses ont changé grâce à la Parlez-nous de ce qui se passe aujourd'hui, oui. Voilà, la découverte des bocaux a mis la pression sur l'université qui n'était plus, pour qui il n'était plus possible de dire qu'elle avait tout vérifié. Évidemment, cette position était devenue intenable puisque c'était un mensonge pur et simple. Et donc, elle a été un peu contrainte de mettre en place une commission d'enquête internationale chargée de vérifier l'ensemble des pièces de la fac. Malheureusement, elle n'a pas fait ce travail de vérification de l'ensemble des pièces. Il y a eu un audit qui a été fait au début de la commission qui disait qu'il faudrait prendre, je crois, 3 employés sur 15 ans pour vérifier les 40 000 pièces de la faculté de médecine. Donc, au lieu de cela, donc, ils ont vérifié certains instituts dont on avait entendu des rumeurs disant qu'il y avait des restes. Et donc, il y a eu plusieurs découvertes qui ont été faites. On a retrouvé notamment des pièces histologiques d'Auguste Hirt qui dataient d'avant-guerre, qu'il avait laissées à l'Institut d'anatomie. On a retrouvé des coupes anatomopathologiques, donc des prélèvements qui avaient été faits pendant la guerre, mais qui apparemment ne relevaient pas de choses criminelles. Pour le reste, on n'a pas retrouvé d'autres éléments humains, mais je crois que la commission ambitionne même si elle a présenté ses travaux en mai, dans la presse, il a été dit que il y aurait une poursuite des travaux pour essayer de voir ce qu'étaient devenus les restes humains, notamment en anatomie. Pour vous, cette affaire n'est pas encore totalement terminée ? Et pour moi, elle sera terminée le jour où on aura vérifié les 40 000 pièces de la faculté de médecine. Pour l'instant, ce travail n'a été fait que très partiellement. Très bien. Peut-être y a-t-il encore d'autres découvertes à faire. Ouais. En tout cas, merci, Dr Toledano, tout d'abord de votre implication et puis surtout de nous avoir parlé de ce sujet tellement important. Et merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita. Merci.